Merci à nos internautes et nos intervenants d'avoir répondu présent à l'appel. On va commencer tout de suite le tour de table, sans plus attendre, avec Agnès Lémieux. Agnès, qui est parmi les co-organisatrices de cette étape région toulousaine. Merci de nous accueillir dans ces espaces, dans cette belle ville dynamique. Non, mais, nous, on ne fait que passer dans la région. On vient de Angers, principalement, donc on se sent accueillis par les acteurs locaux. Il a des murs. Agnès, tu es co-gérante de la SIC des Imaginations Fertiles, un des tiers-lieux de partenaires, je le disais. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le positionnement du tiers-lieu, sa vocation? Alors, nous, les Imaginations Fertiles, on est une société coopérative d'intérêt collectif. On est basé à Bellefontaine, dans le quartier du Mirail, où on gère un tiers-lieu d'innovation sociale qui s'appelle Le Fil, qui est au pied du métro du Mirail, donc dans un quartier prioritaire. Et les Imaginations Fertiles, c'est une structure qui existe depuis 2010 en association, 2013 en SIC, qui est composée d'une soixantaine de sociétaires. Et on est une équipe de 10 salariés. Et on anime, on gère ce tiers-lieu et on développe aussi une animation des coopérations au sein de ce tiers-lieu pour les structures qui sont résidentes des espaces. Et on est labellisé Fabrique de Territoire, c'est un label de l'État qui nous rend très visible sur le montage d'autres tiers-lieux à l'échelle de la région Occitanie. Donc on fait beaucoup d'accompagnement de lieux avec des méthodes autour du design de service et de la maîtrise du service. Et le tiers-lieu également impliqué avec l'univers de Fab Lab, les makers, dont on parlera tout à l'heure avec Antoine. Donc effectivement, là je suis entourée de personnes avec qui on travaille régulièrement. Dans nos espaces, il y a à la fois des bureaux pour des acteurs de l'innovation sociale qui travaillent sur la question de l'emploi, de l'insertion, de l'entrepreneuriat. Mais nous avons aussi un atelier partagé et des ateliers d'artisans parce que dans les tiers-lieux, c'est important de mixer les activités. C'est ça qui permet de créer de l'innovation, de créer des rencontres un peu improbables et des projets qui émergent. Et c'est vrai qu'on est très investi depuis l'origine des Imaginations Fertiles avec les Fab Labs. De l'innovation sociale, les Fab Labs, ça se répercute en nombreux projets. C'est très bien pour le démarrage de cette table ronde parce que l'objectif cet après-midi, c'est évidemment d'identifier les acteurs ici présents, et c'est aussi de voir quels sont les liens qui existent, y compris avec certaines structures présentes ici aujourd'hui avec nous. Et puis on va essayer de voir si aussi on peut déceler des nouveaux ponts qui pourraient être créés. Donc selon vos activités, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on vous invite tout à l'heure à prendre la parole. Si vous voyez des connexions, des synergies nouvelles qui pourraient exister, et qui plus est en mixant ces univers, acteurs économiques, acteurs associatifs et tiers-lieux. Merci. On va poursuivre le premier tour de table avec François Herbel, président d'AMAE et de ABA. Donc AMAE qui est atelier de menuiserie associatif et expérimental, et ABA atelier moins associatif. Tu peux nous présenter un petit peu les deux structures et le lien entre elles? Rapidement, en fait, du coup, la base, c'est dans tous les cas de pouvoir faire vivre une dynamique autour de l'atelier associatif de menuiserie, du coup, avec ABA, qui est une activité de réinsertion professionnelle, du coup, avec des jeunes engagés dans le cadre de prévention spécialisée, parce qu'ils vont découvrir des situations de travail, principalement du travail de bois ou de la construction, avec un projet du coup, à faire l'atelier de désertion, et AMAE qui porte plutôt une activité autour de l'éducation populaire, donc formation loisirs, intervention dans les écoles, chantier participatif, du coup, et de choses qui n'a pas exactement du coup, les mêmes finalités, même si après l'objet commun c'est bien de faire que les gens puissent découvrir l'utilisation de machines et pouvoir les utiliser en sécurité, qui sont en capacité de trouver plus de choses à faire. Et les jeunes sont formés sur des chantiers avec des entreprises du BTP. Mais combien de chantiers, combien de jeunes chaque année qui sont formés, accompagnés? Alors sur 2021, on est à 137 jeunes accompagnés, du coup, sur l'ensemble de l'année. On est à une vingtaine de chantiers à peu près, donc entre 3 jours et 1 mois.
chacun a déjà des compétences, chacun a besoin peut-être de travailler un certain nombre de questions, du coup, mais c'est à nous de organiser du coup l'expérience du travail pour qu'ils puissent du coup construire le début de leur vie professionnelle mieux. Donc voilà, on essaye plutôt d'individualiser la manière dont on avec un volet d'insertion professionnelle pour les jeunes, et puis pour les entreprises, c'est aussi une façon d'insuffler de l'économie circulaire, de nouvelles pratiques. L'enjeu dans tous les cas, c'est qu'on voit bien que pour faire de l'insertion, du coup, il ne suffit pas de le décider, il faut bien qu'à un moment donné, développer des compétences plus particulières. Que si on veut du coup qu'il y ait une société du coup, qui soit le plus inclusive possible, je pense que ça dépend de qui décide de ça, mais si on veut permettre du coup qu'elle soit inclusive, il faut bien du coup travailler un encadrement, il faut bien du coup créer des expériences positives pour les jeunes avec qui on travaille et pas des expériences du coup qui créeraient traumatisme. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des boîtes du coup, en répondant du coup, à leurs besoins spécifiquement. Si on prend l'exemple du coup, de la déconstruction du coup, dans le bâtiment, ben, c'est bien trouver les opérateurs qui viennent démonter ce qui peut être réemployé du coup, sur un bâtiment qui doit être rénové ou démoli. Mais aussi du coup se dire qu'on vient bien travailler en synergie du coup sur la possibilité de former des gens notamment sur des aspects de sécurité du coup, et qu'il peut y avoir dans la construction de parcours des liens qui peuvent se faire du coup avec des personnes qui peuvent être embauchées du coup par ces entreprises, qu'on peut aussi répondre du coup à des obligations réglementaires notamment autour des clauses sociales du coup, de se dire du coup que il suffit pas en fait de définir du coup une clause sociale et que dans une boîte classique on embauche quelqu'un en passant par une boîte d'intérim d'insertion. C'est-à-dire que si on n'est pas outillé du coup pour accompagner les personnes pour qu'elles tirent bénéfice du coup de cette expérience, il me semble dans tous les cas qu'on crée plutôt des freins du coup au lieu de les lever, quoi. Merci François. Donc 3 ateliers, c'est ça, dont un chez Imagination Fertile. Ouais. On va poursuivre avec Antoine Ruiz Scorletti, qui est directeur de Rose Lab et animateur également de la Fab City à Toulouse, sachant que tu as plein d'autres casquettes. Donc pour te présenter de manière très large, l'expertise c'est aussi bien Fab Lab que tiers-lieu, à l'échelle locale et nationale. Est-ce que tu peux commencer par on fait une petite ambiance c'est propice à la sieste. On va tester votre résistance à la sieste. Alors. Ouais. On me fait signe de reprendre le micro à chaque fois. Donc oui, la première question serait de peut-être définir ce qu'est un maker pour bien comprendre pour celles et ceux qui ne sont pas dans cet écosystème, en quoi consiste être un maker et les Fab Labs, notamment le réseau des Fab Labs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment il est structuré ? Alors, bonjour à tous et à toutes. Un maker, c'est à la fois très compliqué à expliquer et en même temps très organique. C'est quelqu'un qui va fabriquer par lui-même, qui va se réapproprier différents savoir-faire, outils, machines pour fabriquer des objets. Et aussi, et surtout... Ah. Ça marche, je vais essayer de parler plus fort. Et donc, je disais... fabriquer par soi-même des objets et le fabriquer surtout avec les autres. Et ça, le plus important, c'est comment on arrive à faire ensemble et faire circuler les savoir-faire, les techniques, les outils. Et le dernier des points, et c'est ce qui va distinguer, c'est qu'on va se réclamer maker, mais n'importe qui, par exemple, François, je pense que tu n'utilises pas le terme maker, et pourtant, dans ma définition, il pourrait être maker. Et le plus important, c'est fabriquer par soi-même et avec les autres. Le réseau des labs et des Fab Labs. Donc déjà, un Fab Lab, c'est quoi ? C'est un atelier partagé, c'est où on va mettre à disposition des machines, des outils et surtout on va retrouver une communauté pour fabriquer des objets de A à Z. Alors il y en a certains qui vont être très gros, comme le Rose Lab, c'est 800 mètres carrés, on va presque même faire de la petite série, mais on reste quand même dans l'objet prototype. Et il y en a encore d'autres, les manufactures de proximité, là ça va être de la mise en série, c'est comment se réapproprie l'industrie. Et d'autres beaucoup plus petits, je pense à Créatech qui est à Saint-Jean, pas loin d'ici, où là c'est 20 mètres carrés mais qui fait comme nous, ils partagent des savoir-faire. Le réseau des Fab Labs, ce qui va le distinguer, on parle de plus en plus d'espace du fer, ça va prendre tous les différentes typologies. On aime bien en fait à chaque fois donner d'autres noms à des choses qui sont assez similaires. Ces lieux-là où il y a plein d'outils qui sont mis en commun pour une communauté. Donc Fab Lab, Makerspace, atelier partagé.
ils partagent aussi ce faire ensemble. Et donc ça va passer à la fois par une documentation libre. On va partager par exemple des fichiers techniques, comment fabriquer ce meuble-là. Imaginez-vous des notices Ikea qu'on va fabriquer nous-mêmes et qu'on va repartager au plus grand nombre, mais aussi des pratiques, des savoir-faire et juste tout simplement se connecter. Salut, je m'appelle Antoine, je te présente un tel ou une telle de Paris. Vu qu'on partage un peu le même univers, pourquoi on ne ferait pas ensemble, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on est fait, à la fois entre du formel et de l'informel, et avec plein d'outils qui nous permettent de produire localement et d'être globalement connectés. C'est-à-dire que ma journée type, par exemple, je vais parler autant avec les gens qui sont autour de moi dans le lieu du Rose Lab, tout comme des gens qui sont à New York, d'autres qui sont à Bali ou de partout en Occitanie. Et Toulouse est une ville qui est labellisée Fab Lab, enfin Fab City plutôt. Il y a aussi un réseau de Fab City. Tu peux nous dire quel est déjà le critère qui permet d'être labellisé, mais surtout l'enjeu pour les prochaines années? Ouais, bien sûr. Comme je disais, pourquoi tout à l'heure tu disais plein de casquettes, c'est surtout qu'est-ce qu'on a pu apprendre, c'est le jeu d'échelle. Ça veut dire que tout d'un coup, il va y avoir des problèmes, des besoins qui vont être de cadre mondial, d'autres qui vont être ultra territoriaux. Et notamment pour le concept de Fab City, c'est comment on réunit tout plein d'acteurs, tout plein de personnes qui vont fabriquer la ville et on va les mettre en réseau. On va intégrer dedans la collectivité parce que c'est elle qui normalement doit garantir le bien commun, donc elle doit être avec nous pour faire une Fab City. Une Fab City, c'est quoi? C'est un territoire qui va se dire qu'il y a plein de ressources, il y a des matières premières, il y a des savoir-faire, il y a des entreprises, il y a des associations, et toutes ces personnes-là font la ville. Il faut revoir un peu tout ce qu'il y a dedans, donc d'abord une cartographie, et ensuite une feuille de route. Et c'est comment on crée une ville qui soit plus agile, plus résiliente, et qui arrive à produire localement et à être globalement connectée. Ça veut dire quoi? C'est par exemple, encore une fois, comment Brest, qui est aussi labellisé Fab City, va pouvoir développer différents projets. Et nous, à Toulouse, on ne va pas se prendre le coût de développement ni toutes les expérimentations. On va juste récupérer le projet, l'adapter à nos propres besoins et le mettre en place. Et après, des projets toulousains vont se retrouver à Paris ou à Bali, etc. Et c'est ça qu'on arrive à faire. Et donc, c'est un projet qu'on porte depuis 2016. Alors, le nombre fluctue avec le nombre de participants, mais on est à peu près 80. Acteurs dedans, ça va du lab d'entreprise comme Airbus, Thales, donc le Protospace et l'Aliena Space, des labs ouverts à tous, l'atelier des bricoleurs, le Rose Lab, des acteurs en mobilité comme Makers & Co et enfin des labs académiques, Campus Fab, tous ceux qui sont en université. On va retrouver aussi des jardins partagés. Tous ces acteurs-là font ensemble dans la ville et on continue à faire des projets. Nos sujet de prédilection là, depuis un an et demi, c'est la réparation. On essaye vraiment de concentrer tous nos efforts dans ce gros enjeu de la réparation sur l'échelle de la ville et à la fois dans ceux qui produisent des objets. Comment on peut penser des objets plus réparables dès le départ? Comment on peut accompagner des gens à réparer ou réparer tout simplement des objets? Et enfin, comment tous citoyens et citoyennes peuvent se réapproprier le fait de réparer? Merci pour tes éclairages. On va poursuivre avec David Alexandre Laubry, qui est co-directeur du Centième Singe, donc l'un des tiers-lieux qui reçoit également la tournée et qui co-organise. Merci David Alexandre. On va peut-être commencer par préciser là aussi quel est le positionnement de Centième Singe, les activités, et puis l'organisation et la structuration qui est originale par rapport à des tiers-lieux monolieux. Eh ben, bonjour tout le monde, je vais essayer de parler fort. Je suis ravi que vous soyez tous là et toutes là. Donc le Centième Singe, du coup la question c'était l'angle. Que tu présentes le positionnement du Centième Ouais. Singe, ses activités au quotidien et Ouais. puis sa structuration en archipel. Ok. Donc le Centième Singe, nous on a la mission qu'on se donne, la vocation principale, enfin la grande ligne directrice, c'est de travailler sur les problématiques spécifiques du périurbain toulousain. Donc on va dire un rayon de 30-40 km tout autour de Toulouse, sur les enjeux l'objectif, un des grands objectifs, c'est de participer à recréer une ceinture agricole, ceinture verte, maraîchère notamment, mais pas que, qui soit collaborative avec tout un tas de possibilités de mutualisation. Donc pour faire ça, on met en œuvre tout un tas d'activités et aussi un des grands axes, c'est d'arriver à faire se reparler
le monde agricole et le reste du monde. Donc participer à ça aussi. Et surtout avec la grosse brique coopérative, toujours dans l'ensemble de nos activités. Donc faire se croiser tout l'écosystème ESS dans plein de domaines d'activité et le monde agricole et accompagner son évolution parce qu'il y a un gros enjeu de toute façon de renouvellement des générations, mais pas que. Enfin voilà, en 55, il y avait 6 millions d'agriculteurs en France. On en a moins de 460. Enfin, en 2010, il y en avait 470 000, donc divisé par 12. Et là, maintenant, on nous dit voilà, il y en a la moitié qui partent à la retraite, mais maintenant, c'est la moitié de ce qui reste qui part à la retraite. Donc voilà, pour pas sous-estimer l'enjeu, c'est énorme. Donc il y a plein d'acteurs qui participent à ça et on essaie d'en faire partie. La structuration, pourquoi en gros, donc aujourd'hui, on s'appelle tiers-lieu nourricier. Voilà, c'est le terme qui parle maintenant dans différents domaines. On a un fonctionnement en archipel, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste un lieu. Donc on a une base là actuellement à Castanet où sur cette base, voilà, on fait à la fois de l'accueil, de la mise à disposition d'espaces pour diverses activités, entreprises, associations qui évoluent dans le domaine de la transition sociétale. On a de l'activité de production agricole sur ce site-là aussi. On a une dimension, du coup, nous, ce qu'on travaille, c'est le côté Farm Lab pour travailler à l'auto-construction, auto-fabrication de matériel. Donc, on est équipé pour travailler le métal, souder, découper, travailler le bois, faire de l'impression 3D, de la découpe laser et tout ça aller ensemble pour se faire ses propres disques de semoir, pour travailler ses attelages, pour faire plein de choses comme ça. Et on a un fonctionnement en archipel parce que du coup, pour participer à faciliter des nouvelles installations, il faut de la terre, donc des hectares. Il faut des moyens de production, du bâti, du réseau d'irrigation, tout un tas de choses. Et donc, aujourd'hui, on a plusieurs sites autour de Toulouse où on accueille des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont en test d'activité agricole. Donc, on leur met à dispo de la terre, les moyens de production, serres, réseaux d'irrigation, équipements mécanisés et un accompagnement sous forme d'accompagnement individuel et collectif, et tout en portant leur activité pour leur faciliter tout le côté administratif et leur permettre aussi de rester avec un régime, enfin de rester affilié au régime général plus protecteur que quand ils basculent à la MSA directement via un contrat qui s'appelle le contrat CAP. Voilà. Donc on a un fonctionnement aussi de coopérative d'activité d'emploi, on a une structuration juridique sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. L'objectif étant de cette structuration, c'est de pouvoir permettre de faire rentrer donc à la fois les bénéficiaires, les sympathisants de l'activité dans la gouvernance et aussi des collectivités territoriales, parce que pour agir sur ces enjeux-là, il faut que les collectivités territoriales rentrent dans la boucle et des agriculteurs aussi. Donc à l'heure actuelle, on a des agriculteurs, agricultrices qui sont coopérateurs dans la SIC, des organismes d'accompagnement de la transition aussi agricole et les imaginations fertiles aussi qui sont coopérateurs. Voilà, donc c'est tout un écosystème assez large. On accompagne des collectivités territoriales dans leurs projets aussi et des porteurs de projets collectifs sur des projets de tiers-lieux aussi, mais pas que. Voilà. Très bien, c'est déjà une belle mise en bouche pour découvrir l'activité des Centièmes Singes. Merci. On va poursuivre avec Éléonore Blondeau, qui est présidente du collectif Startup Industriel France, qui s'appelle souvent CSI dans la communication. Là, on va parler maintenant de l'industrie, la réindustrialisation. Peut-être d'abord en précisant quels sont les adhérents, les membres qui participent au sein de ce collectif et puis les missions que s'est fixé le CSI. Oui, bonjour à tous. Donc vous devez dire, mais industrie, mais quel gros mot, oh mon Dieu, Zola, les fumées noires, le travail à la chaîne. Justement, nous, on essaie de faire en sorte que cette image que vous avez dû avoir quand il a dit ce mot change, puisque l'industrie d'aujourd'hui, c'est plus que ça. Ça l'est encore un petit peu, à pas se mentir, mais globalement, c'est très différent aujourd'hui. Donc le collectif Startup Industriel France, c'est une association d'intérêt général qui a 1 an aujourd'hui et qui est le fruit d'expériences d'entrepreneurs industriels qui, ces 5 à 10 dernières années, constater dans l'écosystème qu'on accompagnait énormément les projets numériques et de services à se développer, que tout le monde savait parler leur vocabulaire et
plein de solutions de financement, de lieux, de culture ou de réglementation étaient adaptés à leurs besoins, mais que ceux qui essayaient de développer des produits matériels ou des procédés industriels, finalement, n'avaient pas du tout cet écosystème adapté à leurs besoins. Et donc, on avait envie de changer les choses. La crise sanitaire nous a un peu donné le déclic. Et donc, on a créé une association qui est nationale, avec ensuite des groupes locaux régionaux, dont nos membres sont des porteurs de projets industriels, des sous-traitants, parce qu'il faut bien voir que le porteur de projet tout seul, il ne fait rien, il a toujours besoin d'un écosystème de sous-traitants, des accompagnants, donc c'est-à-dire des salariés d'incubateurs, d'accélérateurs, de fonds d'investissement, de BPI France, de la French Tech, de tous les acteurs de l'écosystème qui sont autour du porteur de projet en lui-même, et des citoyens professionnels, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas directement dans l'industrie ou directement dans l'écosystème start-up, mais qui avaient envie de contribuer à la mission du collectif, qui vise, à faire connaître leur existence à ces startups industrielles qu'on avait eu tendance à complètement effacer de l'écosystème, et de 2, de faire connaître leurs besoins, et de 3, c'est d'accompagner tous les acteurs de l'écosystème à mettre en œuvre les solutions, car elles existent, pour répondre à leurs besoins. Et donc, dans les 5 grands sujets qu'on traite, je ne sais pas si j'en parle maintenant, après. Oui. Si, voilà. Et donc, dans les 5 grands sujets qu'on traite, donc il y a trouver des solutions de financement en fonds propres pour la phase de pré-industrialisation, puisqu'il y a 3 grandes phases dans le développement d'un projet industriel. La phase de R&D prototypage, où on va valider son marché et définir le besoin fonctionnel de son produit pour arriver à un MVP ou prototype fonctionnel. Puis la phase de pré-industrialisation, on va faire ce qu'on appelle du design to cost, c'est-à-dire optimiser la conception, le nombre de pièces, les fournisseurs pour réduire le coût de revient du produit, créer les outils et la documentation de production, faire des tests d'endurance pour améliorer la robustesse et la réparabilité du produit, et répondre à toutes les exigences de normes, homologation, certification nécessaires, avant de pouvoir produire en grande série son produit, soit dans sa propre usine, soit avec ses outils et sa documentation, on va chez un sous-traitant qui produit pour soi le produit. Et donc, dans les 5 grands sujets, il y a le financement en fonds propres, et il y a notamment, je vais parler vite fait des autres, donc il y a les aspects réglementaires, il y a les aspects de la culture, au fait qu'on valorisait uniquement jusqu'à présent l'innovation technologique de rupture, alors qu'il existe d'autres formes d'innovation de rupture, l'innovation de procédés, l'innovation d'usage, l'innovation produit, l'innovation de business model, l'innovation sociale, l'innovation marketing de rupture, ça existe. Et un des grands sujets, c'est l'hébergement, avoir des lieux adaptés à l'hébergement d'activités industrielles en phase de pré-industrialisation. Parce que dans la phase 1, il y a justement tout le réseau des Fab Labs qui sont super pour faire du prototypage rapide et avoir un prototype fonctionnel, mais rarement industrialisable par la suite. Et donc, dans la phase d'après que j'ai décrite, on a besoin d'avoir ses propres outillages ou d'avoir des outillages industriels et donc qui ont un coût important, qui doivent être mutualisés. Et dans des lieux qui sont quand même pas en plein milieu de nulle part, mais qui doivent quand même être de surface de 100 à 1000 mètres carrés. Donc ces lieux-là, aujourd'hui, n'existaient pas vraiment. Donc on a conçu un concept qui s'appelle les lieux repères de l'industrie et qui vise, à répondre aux besoins d'hébergement des jeunes pousses industrielles, 2, de répondre à leurs besoins de mutualisation d'équipements industriels, 3, de répondre aux besoins de communauté. On en parlait, c'est toujours très important quand on est encore aux phases de... Bon là, à cette phase-là, on est un moyen entrepreneur, on n'est plus un bébé entrepreneur, mais on n'est encore pas le... Ça ne tourne pas encore tout seul. Et donc, on a toujours besoin de contact avec d'autres entrepreneurs, un écosystème avec qui on peut avoir des retours d'expérience, des contacts, mutualiser plein de choses. Et puis, pour nous, dans ce concept de repère de l'industrie, on allait même plus loin parce qu'on veut aussi en faire des lieux de médiation industrielle où l'objectif, c'est que dans la communication du lieu, on explique finalement c'est quoi l'industrie d'aujourd'hui. Parce que moi, si je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une chaise, que vos lunettes, que vos paires de basket, que le skate de vos enfants, que leurs paires de chaussures, que votre smartphone, c'est de l'industrie, au début, les gens vous diront non. Alors qu'en fait, clairement, oui. Tout ça aujourd'hui, ce qui n'est pas de l'industrie aujourd'hui, c'est le collier de pâtes de vos enfants. Mais les pâtes qui ont été utilisées pour ce collier de pâtes, c'est le résultat de l'industrie. C'est ça, l'industrie, en fait, c'est un procédé, c'est une quantité d'étapes dans une chaîne de valeur qui ont été mises les uns après les autres, avec des
compétences et des outillages différents qui permettent d'aboutir à un produit qui est produit à grande échelle à un coût accessible. Et donc on explique et on souhaite que ces lieux permettent des visites de collégiens, de lycéens et du grand public pour leur faire comprendre que c'est tout ça, l'industrie, que ce n'est pas que des grandes cheminées noires. Voilà. Le premier lieu repère, il pourrait être où géographiquement? Alors oui, donc on a rédigé ce cahier des charges, qu'ensuite on a été porté auprès des acteurs qui pouvaient nous aider à les déployer, notamment la Banque des Territoires et Territoires d'Industrie. Qui a donc notamment lancé l'appel à projet manufacture de proximité, mais qui était plutôt orienté artisanat jusqu'à présent, et potentiellement, soit via cet appel à projet-là, il va y avoir un soutien du développement de ces lieux-là, soit il va y avoir un nouvel à projet dédié spécifique. Aujourd'hui, le premier, parmi tous les lieux qu'on a pu visiter en France ou dont on nous a parlé, le premier qui semblerait répondre à 100% des critères serait le parc Catarou, qui est en train de développer Michelin à Clermont-Ferrand. Après, il y a des écosystèmes à Lyon. On a Bel Air Camp, Usine, Start2Prod, mais qui ne sont pas sur le même lieu vraiment. Donc, c'est plutôt un écosystème au niveau d'une métropole. Et on est en train, nous, maintenant, de passer dans une étape de... Une fois qu'on a créé le déclic, maintenant, on passe dans le conseil où, en fait, on a des privés, soit des propriétaires de lieux fonciers privés ou publics, ça peut être aussi des collectivités, etc., qui veulent créer ces écosystèmes, puisque ce n'est pas juste un lieu, c'est vraiment une communauté qui vise aussi à s'inscrire dans un territoire et dynamiser, créer de l'emploi local et, on le disait, reproduire localement. Et donc, on conseille là un lieu sur Nanterre qui sera, lui, dédié plutôt à la thématique du climat, mais donc tous les procédés industriels qui permettent de contribuer à l'amélioration du climat. Mais on en a encore plein d'autres qui vont arriver dans toute la France et on sera ravis aussi d'avancer ensemble. Donc, on a des acteurs locaux, des membres dans toutes les régions de France. Malheureusement, il y en a qu'un, je crois, qui doit passer dans la journée aujourd'hui là, mais on est dans toutes les régions de France, donc on sera ravis aussi de travailler sur votre territoire. Merci Éléonore. On va continuer avec Justine de Lagozzi, juste à côté d'Éléonore, directrice générale de Okidoki et de Magic Cocoon. Alors, on va d'abord présenter Okidoki et puis ensuite... on te laissera nous raconter l'histoire qui a donné naissance à Magic Cocoon. Bonjour. Alors Okidoki, c'est une agence de création et de conseil dans le domaine des livres pour les enfants. Donc, dans ma vie d'avant, je dirigeais les éditions Milan à Toulouse, que vous connaissez peut-être. Et après 10 ans là-bas, j'ai créé mon agence pour faire beaucoup de création de livres, donc de collections. On n'est pas une maison d'édition, donc les livres qu'on conçoit avec les auteurs, les illustrateurs, les ingénieurs papier, etc., sont ensuite proposés aux éditeurs en France et à l'étranger, et ils les publient sous leur marque. Donc les livres de l'agence Okidoki, qui est basée à La Barre-sur-Lez, se retrouvent aux États-Unis, en Corée, en Espagne, en Italie ou partout, mais ils sont conçus... Voilà. Donc un jour, on s'est dit, bon, nos livres pour enfants, ils sont super. J'en ai apporté un, parce que j'aime bien parler de livres en les montrant. Ils sont magnifiques, nos livres, on adore. On fait des livres animés avec des pages qui s'ouvrent et tout. Le seul problème, c'est qu'ils sont tous fabriqués en Chine quand ils sont animés, parce que le savoir-faire des imprimeurs chinois en matière de livres animés est unique. Et contrairement à parfois des appareils un peu de mauvaise qualité qui viennent de Chine, les livres sont très bien fabriqués en Chine. Je tiens à le dire parce que bon, souvent on a un mépris pour les Chinois qui est insupportable. Voilà, ils fabriquent les livres magnifiquement et c'est eux qui font tous les livres animés que vos enfants ont, ceux avec des puces sonores, ceux avec de la fourrure à toucher, ceux avec des pop-up qui sortent des pages. Bon, ça nous plaît bien de faire ça, on adore. C'est vrai que les livres, ça crée du bonheur sur Terre, donc on aime bien faire ça, mais quand même, ça nous gênait avec mon associé Raphaël aux entournures de faire toujours des livres fabriqués à l'autre bout du monde. Et on s'est dit un jour, bon, on est beaucoup dans les réseaux de l'économie sociale, solidaire, on entend parler de ça sans arrêt. On s'est dit, et si on mettait les mains dans le cambouis de développer nous-mêmes un projet en surcyclage, donc en upcycling, comme on dit en anglais, en local, en France, tout fabriqué en France pour les enfants, donc en restant dans notre domaine de compétences qui est les histoires pour enfants, les documentaires pour enfants. Et puis, on faisait donc des petites réunions de brainstorming avec mon associé. Puis un jour, on était dans un restaurant. C'est un bon lieu pour faire des brainstorming, je vous le recommande. Et puis, je me retourne et je vois un tonneau de vin. Et je me rappelle que mon père avait un jour fait un trou dans un tonneau pour que mes enfants aillent bouquiner leurs livres tranquilles.
Et je me dis, mais en fait, ce truc, c'était génial. En fait, mes enfants y ont passé des heures. Et pourquoi on ne ferait pas ça? Et donc, j'appelle un ami qui travaille dans la viticulture et je lui dis, est-ce que tu pourrais récupérer des tonneaux pour nous, issus de la viticulture, donc des rebuts de production. Ils ont servi pour faire du délicieux vin. Et maintenant, ils peuvent éventuellement servir de pot pour les fleurs, mais enfin, c'est pas terrible. Et donc, on récupère nos premières barriques. Et là, on commence un processus qui a pris quasiment 3 ans. Parce que d'abord, on a un métier à côté qui est de faire des livres et qu'on ne l'a pas arrêté, sinon on serait mort. Il faut vivre. Et puis, deuxièmement, quand on récupère un vieux tonneau qui est tout moche, qui sent mauvais, et qu'on veut le transformer dans une belle cabane en bois désirable, design, etc., il y a du boulot. Donc, la première étape, ça a été de vérifier qu'on arrivait à enlever l'odeur du vin. Et voilà, donc on a essayé plusieurs méthodes de nettoyage et la dernière, c'est celle qui économise le plus d'eau et elle se fait à base de savon de Marseille, donc je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Ensuite, il a fallu passer les tests parce qu'une fois qu'on a conçu une cabane, donc il y a tout un processus, hein, je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a 15 étapes de réalisation, c'est très long à faire. Mais il faut passer les tests et là on arrive devant des ateliers de certification qui sont habitués à certifier des jeux ou bien des meubles. Déjà nous on est quoi? Donc ça ressemble à ça, enfin, vous n'allez pas voir grand-chose, mais voilà, il y a un petit garçon là dans une de nos cabanes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un meuble? Est-ce que c'est un jouet? Donc ça n'a pas été facile de trouver un atelier qui a bien voulu certifier, parce qu'il nous faut les normes enfants. Nous, on veut rentrer partout, dans les médiathèques, les centres de loisirs, les musées. On veut être présent dans les festivals pour créer des espaces pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de lieux où il y a, comme ici, plein de parents et plein d'enfants. Je ne suis pas hyper sûre que les enfants de moins de 8 ans sont passionnés par les tiers-lieux et l'économie sociale et solidaire. Et l'intérêt de nos petites cabanes, c'est que quand on se met dedans, une lumière s'allume automatiquement, il y a un détecteur de présence, un petit pouf pour s'asseoir, et puis on peut soit bouquiner, soit écouter des histoires, puisque une partie des cabanes sont équipées de plafonds audio qui ont été développés sur mesure par une boîte française. Les poufs sont aussi fabriqués par un atelier de réinsertion par le travail en France. Quant aux cabanes elles-mêmes, elles sont découpées et poncées avec l'aide de l'ESA de Château-Blanc à Toulouse, où il y a un atelier de menuisier handicapé absolument performant et très sympa par ailleurs. Donc on a en fait développé ce projet à la fois avec nos envies de réutiliser que des matériaux usagés. Donc par exemple les poufs, la problématique ça a été comment on fait un pouf nettoyable au gel hydroalcoolique, répondant aux normes anti-feu, parce que sinon vous ne rentrez pas dans les médiathèques, et pour autant en matériaux recyclés. Donc on a cherché beaucoup. Chaque étape a pris beaucoup de temps, et finalement on travaille avec des rebuts de production de bâches publicitaires recyclées en fait, qui sont aux normes anti-feu en fait, elles sont toutes. Donc voilà, ça répond à nos critères, mais ça, voilà, toutes ces étapes, trouver une peinture fabriquée avec des matériaux écolos, fabriquée en France, ça a pris au moins 6 mois, on l'a trouvé, mais voilà, toutes ces étapes ont été assez longues, assez passionnantes. C'était, enfin, en tout cas, moi en tant que chef d'entreprise, j'avais vraiment envie de mettre les mains dans le cambouis de ça, de l'économie circulaire, voir vraiment quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté quand on veut partir d'un vieux matériau et arriver à quelque chose de beau et d'utile. Et ben voilà, là on est en début de commercialisation, donc nos petites cabanes étaient la semaine dernière à un festival littéraire où il y avait un coin enfant, et puis elles vont la semaine prochaine à un pique-nique organisé par des familles d'autistes, parce qu'il se trouve que dans du chêne massif bien épais, le son est très atténué, on est coupé du bruit et de la lumière, de la fureur extérieure, on peut écouter ou rester tranquillement à bouquiner sans être dérangé, et puis l'autre intérêt c'est que les parents qui sont autour ne sont pas dérangés non plus, parce que le son reste à l'intérieur de la barrique. Donc il y a un peu ce côté petit cocon dans lequel l'enfant se ressource. Je précise que dans notre démarche, il y avait une très grosse envie de faire quelque chose sans écran, sans ondes, il n'y a pas Bluetooth, il y a juste une carte SD sur laquelle on peut mettre n'importe quel contenu. On peut mettre des contes, mais on peut mettre de la musique, on peut mettre des bruits de la nature, on peut mettre un documentaire sur comment on fabrique les pâtes. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire du sur-mesure. Mais l'envie, c'était... Ouais. Voilà. En fait, j'ai pas cité les intervenants locaux. On a Ilia, on a Kipit, je sais pas si vous les connaissez, mais c'est des acteurs locaux. Et ça, c'est de l'industrie. Vous allez potentiellement en produire, j'espère. Alors, je dirais plutôt qu'on est plutôt dans l'artisanal quand même à terme. Bon, d'abord, on n'est pas sûr que la ressource soit éternelle. Les barriques, c'est très cher, une barrique de vin, ça coûte environ 1 000 €. Hein. Et puis là, le bois augmente énormément.
Donc ça va devenir un produit de luxe. Donc est-ce qu'on va réussir à trouver beaucoup de gens qui seront intéressés par notre démarche de nous vendre des barriques pas trop chères? Parce qu'effectivement, si on achète la barrique 1 000 €, alors déjà que le processus de fabrication implique beaucoup de gens et qu'on les paye, ces gens, et qu'on ne veut pas tirer les prix vers le bas. On est vraiment dans une autre démarche. On avait envie de faire un projet socialement intelligent, localement viable. Enfin voilà, donc on n'est pas dans une énorme production, on ne va pas faire 1000 cabanes. Par contre, on va en louer. Bon, dans notre atelier de Seyss, il y en a 50 qui sont encore des barriques et 30 qui sont déjà des cabanes. Et il y en a seulement une partie qui sont équipées de plafonds sonores, parce que c'est pareil, c'est fait à la main. On a travaillé très longtemps pour que ce soit réparable, démontable facilement. Enfin, en fait, ça pose un tas de contraintes techniques. C'est ça que je voulais dire, c'est que derrière le côté assez génial d'une petite cabane où on va écouter des histoires, il y a derrière, je pense, des trucs aussi difficiles que pour faire une usine qui fabrique les rollers de votre enfant, quoi. C'est très complexe, en fait. Et on est sans arrêt en train d'essayer d'adapter le produit, si on peut dire, aux demandes spécifiques des gens. Donc, par exemple, la semaine prochaine, comme je vous le disais, on va avoir des familles d'enfants qui ont des troubles du spectre autistique, mais peut-être qu'ils vont nous dire, non, finalement, le bois, c'est trop dur, il faut capitonner les cabanes, peut-être, et on le fera. En fait, l'idée, c'est ça. Notre idée, c'est d'être auprès des clients, leurs besoins, leurs envies. Ils font un festival, je ne sais pas moi, sur les pirates. Eh ben, on va essayer de trouver des contes de pirates, puisqu'on travaille, comme moi j'ai presque 30 ans d'édition jeunesse derrière moi. En fait, on travaille avec les éditeurs jeunesse, on fait les sélections des contenus audio qui nous plaisent le plus, et on propose des bouquets sonores dans nos cabanes. Donc, selon les envies de ceux qui font les festivals, on pourra proposer ci ou ça en fonction des besoins. Voilà le projet. Merci beaucoup, Justine. C'est un bel exemple d'entreprise régénérative. Parce qu'on voit bien le moindre impact écologique, la création de liens sociaux, d'insertion professionnelle. Enfin, on coche toutes les cases des fameux critères ESG dont on entend tant parler en ce moment dans l'actualité avec les décisions européennes notamment. Alors, on va poursuivre et terminer le tour de table avec Léa Quérien. Donc préparez vos questions et réactions. Et évidemment, pour nos intervenantes et intervenants, vous aurez aussi la possibilité de réagir aux différentes présentations qui ont été faites. Léa, tu es chef de projet innovation chez Valdelia et coordinatrice d'une association qui s'appelle Secondaire, qui a été initiée par l'entreprise. Sachant que c'est une entreprise qui a un statut juridique bien particulier, qui est lié à des réglementations. Donc, on va commencer par éclairer tout ça et puis ensuite on pourra préciser notamment le rôle de l'association. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis chef de projet donc, au sein de l'éco-organisme qui s'appelle Valdelia. Je ne sais pas si ça vous parle un peu le système d'éco-organisme, mais en fait vous êtes quand même tous en lien plus ou moins avec les éco-organismes puisque c'est un système qui est très français, qui rend en fait responsable le producteur d'un produit de la fin de vie de ce qu'il a mis sur le marché. Donc forcément, il y a un temps de latence entre le moment où on vend un nouveau produit et le moment où il arrive en fin de vie et qu'il faut gérer sa seconde vie, donc son recyclage, son don, sa transformation, sa réparation ou autre. Et donc c'est là qu'interviennent les systèmes de filières de responsabilité élargie du producteur, où en fait, à un moment où le producteur vend un nouveau produit, il vient collecter une éco-contribution. Donc vous avez peut-être tous déjà vu la petite ligne éco-contribution quand vous achetez un produit neuf, et qui vient en fait financer la fin de vie ou la seconde vie de ce que vous avez acheté. Et donc Valdelia est agréé par l'État pour s'occuper du mobilier professionnel. Donc le mobilier professionnel, c'est le mobilier de bureau, c'est le mobilier des hôpitaux, c'est le mobilier du café du coin, c'est le mobilier scolaire par exemple. Et donc notre rôle, au-delà de collecter, valoriser le mobilier des professionnels, c'est aussi de faire évoluer toute la filière. Aujourd'hui, on parlait de l'industrie qui fait un peu peur avec les cheminées, mais l'idée, c'est aussi d'emmener la filière du mobilier professionnel vers plus de circularité. Et donc, pour ce faire, il faut expérimenter. Les industriels ont souvent un peu peur quand on leur dit attention, vos systèmes vont peut-être être un peu différents demain. Le prix du bourg, on l'a dit, augmente. Mais voilà, c'est les manières de faire, les manières de vendre, les manières de concevoir sont vraiment ont vocation à être différentes. Et donc, on a, nous, ce rôle-là, au-delà de la partie juste recyclage, comme on nous connaît beaucoup, d'accompagner ces industriels et d'expérimenter. Et c'est ce qu'on fait au pôle innovation donc, de Valdelia, que je représente précisément aujourd'hui. Vraiment de venir expérimenter des options de seconde vie. On le fait au travers de différents piliers. On a tout un réseau d'acteurs du mobilier d'occasion. Donc, quand le mobilier peut être revendu à des acteurs de mobilier d'occasion, on met en relation. On a plus de 200 partenaires de l'économie sociale et solidaire. Donc, certains sont présents ici. Je pense j'ai croisé les Rudeau Valoristes tout à l'heure. Avec qui on travaille, qui peuvent venir collecter le mobilier qui est destiné normalement au rebut et lui donner une seconde vie.
On accompagne ces acteurs de l'économie sociale et solidaire dans plein de domaines, et notamment la montée en compétences. On parlait du surcyclage. Nous, c'est une vraie porte de sortie. C'est pas ce qui va faire l'ensemble du marché du mobilier demain, mais l'idée, c'est de pouvoir donner une seconde vie quand même à ce mobilier. Et en fait, quand un bureau n'a plus d'usage en tant que tel, un bureau d'angle, nous, on a pléthore de bureaux d'angle aujourd'hui dans nos bennes, parce que les gens veulent plus de cet angle. C'était trop bien quand on avait un écran super profond. Là, on était trop content d'avoir le bureau d'angle. Finalement, maintenant, on a des écrans plats, et les ergonomes nous disent bah non, il faut un bureau tout droit. Et bien ces plateaux-là, on en fait quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on les met, on va les broyer? Alors c'est bien, ça repart dans de la production de plateaux, hein, le recyclage. Mais est-ce qu'en amont de ça, on ne pourrait pas venir par exemple découper un petit carré, en faire une table basse? Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire des petites lames et faire une table de réunion avec plusieurs plateaux de bureau? Et donc c'est cette montée en compétence de l'économie sociale et solidaire autour du surcyclage qu'on accompagne, entre autres, il n'y a pas que ces actions-là, mais autour de programmes d'accompagnement, donc notamment là, celui dont je parle, ça s'appelle Révolution. Et donc on accompagne des structures à monter en compétence sur ces domaines-là. Et d'avoir l'idée, c'est vraiment que accompagner la filière entière du mobilier professionnel et d'avoir un maximum d'options, parce que voilà, il n'y a pas juste une option qui va permettre de répondre à toutes les nouvelles demandes, mais c'est bien le maximum d'options qui pourra fonctionner pour la suite, quoi. Et effectivement, pour l'association secondaire, oui, c'était ça. Secondaire, tu peux nous expliquer pourquoi l'entreprise a créé une association et quelle est sa vocation? Tout à fait. Alors effectivement, donc, comme je disais, quand on cherche des options de seconde vie, les idées ne viennent pas forcément toutes seules comme ça. On va beaucoup voir dans ce qui se passe dans d'autres filières. Et à force, en fait, nous, de monter en compétence, de se dire, bon, on va toquer aux portes un peu des autres filières, à dire, mais vous, là, vous faites comment sur ces produits-là? Parce que c'est un peu similaire à ce que j'ai. On a commencé à avoir une expertise seconde vie, un peu des produits, des matériaux, plutôt dans la logique, comment on aborde les sujets. Et à force d'avoir cette expertise-là, c'est l'inverse. En fait, c'est d'autres filières qui sont venues toquer à notre porte et dire, finalement, moi, industriel qui doit changer, par exemple, des sièges de train, je me rends compte que ma problématique siège de train, c'est assez similaire que vos sièges de bureau. Et c'est peut-être similaire à l'industriel qui fabrique des sièges de voiture. Et donc, cette logique-là, de se dire, est-ce que les projets d'innovation, on ne pourrait pas les mutualiser et réfléchir ensemble et mener des projets d'innovation ensemble? Et c'est pour ça que Valdelia a effectivement initié la création d'une association qui s'appelle Secondaire, donc, qui a pour objectif, en Occitanie, de mutualiser les projets d'innovation en termes de prévention du déchet et de gestion du déchet. Donc des fois, il y a de l'innovation des fois très je sais plus quel était le terme, mais qui peuvent être vraiment changeantes en termes de process ou autre. Des fois, c'est juste de la mise en relation et fait de se dire, les ressources de l'un peuvent aussi être, les déchets de l'un peuvent être aussi les ressources d'un autre. Voilà, donc ça peut être assez simple comme projet, comme des projets un peu plus complexes avec de la R&D ou autre. Voilà. Alors effectivement, sur le marché professionnel, il y a à peu près 300 000 tonnes, je ne sais pas si ça vous parle, nous on parle en tonnes, 300 000 tonnes de mobilier qui est vendu chaque année et en mise au rebut, donc ce qui est jeté, on collecte en année normale 90 000 tonnes par an. Il y a à peu près 100 000 tonnes qui est mis au rebut, mais forcément il y a certains tonnages qui passent pas par nos biais. Si l'école du coin donne son mobilier à l'association en toute autonomie, ça passe pas par nos calculs. Donc effectivement, à peu près 90 000 tonnes, c'est une centaine de rotations de bennes par jour, partout en France. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée, ça fait beaucoup. Tout ne pourra pas avoir une seconde vie en réemploi, réutilisation, mais aujourd'hui, on a atteint quasiment 5% de réemploi, réutilisation sur le mobilier qui nous est confié. Et le but, c'est d'augmenter un maximum ce pourcentage-là par tous les biais que j'ai donnés juste avant. Merci Léa. On va continuer maintenant en élargissant le tour de table pour vous donner la parole. Donc, je vous invite à juste faire un signe de main si vous voulez poser une question par rapport à ce qui a été présenté ou réagir, notamment si vous avez des activités qui peuvent être connexes, en lien. C'est toujours la première question, on connaît ça par cœur sur les tables rondes. Donc, je vous laisse tranquillement réfléchir au sujet que vous voulez aborder. Oui. Première question devant. Oui, c'est pas tellement une question, c'est plus une réaction. Moi, je travaille pour Q Energy. Du coup, on est porteur de projets en fait d'énergie renouvelable. Et je voulais réagir notamment à ce que tu disais sur le centième singe, sur toute la problématique agricole. Nous, on réfléchit à des solutions qui mixent en fait production énergétique et production agricole et qui nous permettent de réintroduire de l'activité agricole sur des friches agricoles ou des fonciers qui ont un faible rendement agronomique et qui ne permettent pas à l'agriculteur en fait
d'avoir un modèle économique soutenable. Et on a des petits prototypes auxquels on travaille, notamment tout ce qui est hydroponie photovoltaïque, qui permettent donc de mixer production énergétique du coût renouvelable avec de la production en hydroponie, donc hors sol, la production maraîchère, qui permet donc de réintroduire de l'activité agricole sur des sols même pollués. Donc voilà, ça m'a fait un peu réagir par rapport à ce que tu disais sur cette transition agricole, le déclin aussi du nombre d'agriculteurs. Donc ça permet de réintroduire sur des communes des maraîchers, des éleveurs aussi. Témoignage et la question. Est-ce que ce sont des sujets que au Centième Singe vous étudiez, vous connaissez? Ouais. Réagir. Voilà. Alors, nous, on n'intervient pas directement sur les sujets de production énergétique. Par contre, Enercop Midi-Pyrénées est aussi coopérateur de la coopérative, parce que oui, on cherche, on comprend bien qu'il y a des liens évidents à faire entre la production alimentaire et la production d'énergie par divers biais. Après, pour le coup, la production, sur le côté hydroponie, par exemple, c'est pas forcément un modèle de production que nous on va chercher à porter. Même si, par contre, à côté, là, sur la ferme qui est à 400 mètres et que je vous invite à aller visiter, qui est superbe, avec William et Benoît qui font un super boulot, où là, en fait, ils font de l'aquaponie. Donc là, en fait, ils travaillent à boucler le système. Où en gros, ce sont les déjections. Ils font de l'élevage de poissons, et c'est les déjections des poissons qui permettent de nourrir les plantes. Et en fait, les plantes, en fait, finalement, c'est comme quand on fait une station d'épuration avec de la phytoépuration. Bah là, en fait, plutôt que ce soit les micro-organismes qui se développent au niveau des racines des roseaux plantés dans le gravier de la station d'épuration phytoépurative, c'est les végétaux qu'on va cultiver qui vont épurer l'eau, et l'eau revient dans les bassins où sont élevés les poissons. Donc là, pour le coup, ça, par exemple, moi, ça m'intéresse plus si, par exemple, vous allez dans cette logique-là aussi d'aller boucler les boucles, parce que voilà, pas cultiver dans des gouttières, sur des systèmes. Voilà, on peut faire du hors-sol vertueux. Je vous invite à aller voir ce que font William et Benoît, parce qu'ils font aussi de la production plein champ aussi pour évacuer d'autres déchets des poissons aussi et les valoriser dans le champ à terme, et de la transformation. Après, le photovoltaïque sur les terres, effectivement sur des terres qui pourraient potentiellement ne pas être cultivables, pourquoi pas, Il y a quand même aussi pas mal de surfaces, d'autres surfaces qui peuvent être équipées par du photovoltaïque. Après, peut-être sur le côté transition énergétique et production agricole, là, il y a le sujet photovoltaïque, mais effectivement, il y a un autre sujet qui est le sujet de le côté méthanisation, transformation des biodéchets en électricité et chaleur par de la cogénération. Ça peut être super chouette à des échelles raisonnables, où on valorise effectivement du déchet. Mais par contre, si on va dans la logique où on va produire du végétal pour nourrir des digesteurs et faire de la méthanisation, là on dérive dans un truc qui peut être assez néfaste, quoi. Donc effectivement, les démarches où en fait on va chercher à utiliser les coproduits d'un système de production, donc on peut dire des déchets ou quoi, on peut dire des coproduits, parce qu'en fait ça dépend comment on les considère. Ouais, ça nous intéresse. On cherche toujours on essaie toujours d'adopter une posture où on va essayer de pas trop juger, on va regarder la technique, on va regarder l'humain, on va regarder l'organisation derrière,
et puis on n'est pas, de toute façon, on n'est pas en position de pouvoir juger voilà, les initiatives. Et puis après, on voit si on peut collaborer, si ça fait sens de le faire. Voilà. Après, s'il y a un truc sur lequel on ne déroge pas et on n'a pas envie de déroger, c'est sur la dimension non lucrative de l'activité, enfin en tout cas à lucrativité limitée. C'est-à-dire que si on vient nous voir avec un modèle où il y a des actionnaires et qu'il va y avoir une distribution de dividendes sur le travail réalisé par d'autres, sur le dos de l'autre, bah là on ne va pas forcément travailler avec. Si par contre il y a un modèle réfléchi où c'est le capital qui va rémunérer le travail et pas l'inverse, et où il n'y a pas de dividendes, et tout ce qui est généré comme bénéfice via cette activité-là, je le dis entre parenthèses là maintenant, parce que en fait, du coup sur ce genre sur des projets aussi, il y a beaucoup de dimensions aussi lucratives, et la lucrativité, là le capital s'attaque au monde agricole aussi, hein. Donc voilà, nous, on va être toujours déjà hyper attentif à ça, et ça on n'en dérogera pas, quoi. Après sur la technique ça se discute. Merci. Oui, alors devant, on va continuer avec Bérénice. Alors, bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis Bérénice Donden, coprésidente du Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie. Et puis une autre petite casquette que je vais mentionner, aussi vice-présidente de SS France. Alors, complètement d'accord avec toi sur l'économie sociale et solidaire. Et on voit que, alors je ne connais pas tous les statuts, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de structures d'économie sociale et solidaire qui sont mobilisées. Moi, j'avais une question, puisque le titre de l'événement, c'est « Ici commence demain ». Donc, je dirais, bah oui, on le voit. Le demain a déjà commencé. Les initiatives et les alternatives sont proposées. Et ce que vous explorez, à la fois du côté de l'industrie, du côté de l'artisanat, de coopération, je dirais, innovante, inattendue, comme disait Agnès, on voit que ça existe et que ça marche. Oui, mais ça résiste. Ça résiste beaucoup. Donc, ma question à moi, c'est comment vous, à votre avis, vous entraînez la société civile, les citoyens, alors nous, bien sûr, les entreprises, bien sûr, mais aussi les personnes en précarité, c'est-à-dire les flexibiliser, en fait, hein, les précarisés du monde, qu'ils soient cadres ou ouvriers ou intérimaires. Comment vous faites ça quand ça résiste? Déjà de ce côté-là, du côté de la société civile, des entreprises. Comment vous faites aussi du côté de l'institution, des politiques publiques? Donc je vois bien que chacun de vos projets a réussi quand même à se faire reconnaître, à se faire appuyer, à ce qu'il y ait des dispositifs, et je pense que vous avez fait un travail de lobby, de plaidoyer très fort. Mais maintenant, si on veut aller plus loin, comment on fait? Voilà, j'ai envie de vous poser cette question parce que pour moi, elle est importante, et pour les organisations auxquelles je participe, elle est très importante, et on se la pose vraiment. Merci, excellente question. Est-ce qu'il y a une résistante ou un résistant autour de la table qui a envie de réagir? Oui. Je vais commencer juste à réagir pour introduire ce que chez Valdelia, nous, ce schéma-là un peu de comment on fait pour emmener tout le monde et que tout le monde puisse rentrer dans la marche, on l'avait représenté par le schéma d'un train. Parce qu'en fait, il y a la locomotive qui entraîne le train, et plus il y a du monde un peu au bout des derniers wagons, plus ça pèse lourd à emmener. Et en fait, le but, c'est que peut-être que jamais tout le monde sera, il n'y aura jamais tout le monde dans la locomotive, mais en fait, le but, c'est de ramener un maximum de personnes à l'avant du train. Et c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Alors, c'est long, c'était pas si compliqué que ça d'avoir 2-3 personnes à l'avant qui ont impulsé. Le plus dur, en fait, c'est les plus gros retardateurs. Il y en a plein en plein milieu. Nous, on appelait ça en temps de marché. Voilà, c'est dans l'air du temps. On s'ajuste à ce qu'on nous demande. Et par contre, il y a encore un sacré paquet de personnes dans l'arrière du train à emmener. Il y a une réelle conduite du changement, nous, ce qu'on voit. Alors, nous, on est convaincus que c'est vraiment les mariages. On fait beaucoup de mariages entre justement le monde de l'économie sociale et solidaire, le monde de l'artisanat, le monde justement de l'économie circulaire, avec des acteurs un peu dits classiques qui ont du mal à sortir de la tête du guidon, qui ont leur quotidien, qui ont connu toujours la même chose. Et en fait, s'ils restent dans leur entre-soi, en fait, ils vont jamais évoluer. Et à l'inverse, si on reste entre nous à se dire, nous, on est déjà convaincus, on fait quand même des choses qui sont plutôt bonnes, mais si on ne va pas vers ces gens-là qui, aujourd'hui, font des choses qui sont peut-être à remettre en question, et bien en fait, c'est ces mariages-là, nous, on est vraiment convaincus que ce sont ces mariages-là qui vont faire ramener progressivement du monde vers l'avant du train. Alors, ça ne suffit pas, mais effectivement, c'était un peu pour donner cette image-là de tirer à travers des mariages et de montrer l'exemple, tirer du monde vers l'avant du train.
Oui, alors moi, donc du coup, je suis chez les grands méchants loups. Non, en fait, vraiment, c'est pas. Enfin, encore une fois, hein, l'industrie, c'est ce qui fait qu'on a le niveau de vie qu'on a aujourd'hui. À une époque, ça a été nécessaire. Effectivement, maintenant, c'est peut-être plus nécessaire à cette échelle-là. Donc, déjà, de 1, pour des questions de crise sanitaire, donc de rupture des approvisionnements. De 2, pour des questions de crise géopolitique et de crise énergétique. Ceux qui n'étaient pas convaincus, maintenant le sont par leur porte-monnaie. De toute façon, aujourd'hui, typiquement un verrier, parfois, c'est plus rentable qu'il n'ouvre pas son four pour produire, plutôt qu'il l'ouvre et qu'il paye une facture d'électricité qui ne soit pas possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vraiment, je dis les grands méchants loups, en fait, pour moi, en fait, l'industrie, si on veut vraiment une vraie transition écologique et sociale, il faut revoir tout notre mode de production. Et donc, c'est l'industrie. Principalement, même si évidemment l'artisanat a aussi une vraie valeur ajoutée et je pense que les deux continueront d'exister. Moi, comment je fais ? Déjà de 1, c'est que je suis passager clandestin dans tout ça, parce que moi je me suis retrouvée industrielle malgré moi par mon aventure professionnelle d'avant où j'ai créé ma boîte et qui visait vraiment à une vraie transition écologique. C'était pour supprimer l'usage des gobelets jetables en campus entreprises et collectivités, où j'avais conçu une machine qui permettait de faire ça. Et en fait, moi, je me suis jamais rendu compte que je devenais industrielle. En fait, pour moi, j'allais vraiment supprimer l'usage unique, améliorer les conditions de travail dans les campus d'entreprise et collectivités. Et donc, toute cette aventure a duré 5 ans. Je l'ai terminée fin 2019. Et c'est après où je me suis rendu compte que j'étais devenue industrielle malgré moi, mais qu'en fait, si je voulais vraiment avoir un impact écologique et social à grande échelle, j'étais obligée de contribuer à revoir tout le modèle productif moi, au niveau national déjà, et après, il faudra aller plus loin. Donc, c'est d'être un peu un passager clandestin quand on est en plein milieu d'un... Je vais pas les blâmer, mais quand vous êtes au milieu d'une réunion du MEDEF ou d'autres acteurs comme ça, voilà, en fait, au lieu de leur parler transition écologique et sociale, etc., vous allez plutôt leur parler souveraineté, indépendance vis-à-vis d'acteurs, etc. Et finalement, si c'est ce vocabulaire-là qui leur permet de passer à l'action, moi, honnêtement, je me travestis et je l'utilise. Parce que ça leur fait plaisir, ils le comprennent, ça me permet de les mettre à l'action. Et moi, si in fine, ce que je veux, c'est atteindre la transition écologique, ça m'est égal d'utiliser ces mots. Si c'est ces mots-là qui les met dans l'action, tant mieux, tant mieux. Moi, in fine, je sais que je les emmène dans la direction dans laquelle je veux aller. Eux, ils pensent continuer à faire leur podium de chemin comme ils l'ont toujours entendu, mais en fait, non. Et c'est vraiment en train de changer. Pardon ? C'est ça. Et en fait, clairement, il y a un truc qui est en train de se passer. Ce truc, c'est aussi vraiment grâce à la crise sanitaire et la crise géopolitique. Sinon, on n'y serait pas encore là. Mais maintenant, il y a ça. Et il va y avoir encore d'autres crises qui vont arriver dans les prochains mois. C'est malheureux à dire, mais heureusement qu'elles sont là pour les faire passer à l'action. Et en plus de ça, il y a des gens comme nous au sein du collectif où on essaye pas de leur dire vous êtes des grands méchants loups, vous créez que des problèmes. Non, c'est de dire on a identifié ces points d'amélioration, voici des plans d'action concrets. C'est qu'il faut vraiment aussi leur dire, parce qu'il y en a, on leur dit industrie circulaire. Ils disent c'est Léonore, t'es bien mignonne avec ton industrie circulaire, mais ça veut dire quoi concrètement? Et donc concrètement, en fait, on a développé des plans d'action très, très détaillés et opérationnels, et on leur dit voilà, si tu mettais ça en place comme ci, comme ça, etc. Et donc on les accompagne ensuite à mettre en œuvre ces évolutions. Il y a vraiment des gens... Enfin, moi, je me suis retrouvée il y a 15 jours, 3 semaines à une table ronde avec DAER, donc DAER Équipementier Aéronautique. Ils avaient insisté pour que je sois à leur table ronde. Moi, je vous avoue, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas pris, enfin presque pas 10 ans, mais ça fait peut-être 7 ans que je ne prends plus l'avion. J'étais pas forcément au début, ouais. Et puis en fait, au final, on se rend compte que déjà dans leur vie personnelle, du fait aussi de leurs enfants, y a des petits changements qui sont en train d'arriver. Et puis même dans le business model du groupe, il y a des changements qui sont en cours. Après, la question, c'est est-ce que les changements iront suffisamment vite par rapport à l'urgence de la situation? Ça, je ne peux pas vous le dire encore, mais en tout cas, on sent qu'il y a une prise de conscience, à minima. Et maintenant, en fait, il faut plutôt réussir à leur parler un vocabulaire qu'ils comprennent et leur montrer opérationnellement comment ils vont pouvoir y contribuer, y retrouver à la fin leur petit du point de vue économique, parce que de toute façon, une solution qui n'a pas de modèle économique viable, je dis pas rentable, je dis viable, c'est pas durable, hein, c'est pas durable. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer que c'est pas parce qu'au lieu de vendre une chaise, tu vas la louer, tu vas plus faire de chiffre d'affaires. Non, parce qu'en fait, tu vas concevoir ta chaise différemment, tu vas la faire beaucoup plus robuste, ce qui fait que tu vas pouvoir la louer plusieurs fois, très longtemps, et ce qui fait qu'au final, ton retour sur investissement
par rapport à une vente de chaises, et ben finalement sera égal, voire parfois même meilleur, et que c'est des business models qui n'existent pas depuis 2 jours, mais depuis très longtemps dans l'automobile. Vous pouvez louer votre voiture depuis des années, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc vous verrez bien évidemment les voitures que vous louez tombent bizarrement moins en panne que les voitures que vous achetez. C'est un truc à la con comme ça, mais... Et donc vous vous rendez compte qu'en fait si vous appliquez ce modèle-là un peu partout, ça permet de finalement s'inscrire dans une démarche. Donc voilà, donc moi ma pratique c'est de parler le langage qu'ils comprennent, même si in fine ils n'ont pas du tout à la base les valeurs qui vont derrière, mais quand une fois on leur a fait comprendre qu'ils ont finalement un truc qui va leur permettre d'aller vers là, et après petit à petit les valeurs se développent. Voilà. Moi je voulais juste ajouter une dernière solution, c'est aussi on a adhéré au réseau commun, qui est un réseau qui a été créé à partir de la ville de Muret, là, le Murtin, donc la communauté du Murtin, avec des entreprises, des associations essentiellement, et des scopes, etc., de l'économie sociale et solidaire. Et donc l'intérêt du réseau, c'est d'abord bien sûr la coopération au sein du réseau, s'entraider, se connaître, etc., mais c'est aussi qu'à nos réunions, on invite des élus régulièrement, parce que je crois que vraiment il y a un énorme manque de connaissances sur l'ESS de la part des élus, et en fait il faut qu'on soit très concret. Donc quand on fait des réunions, il y a ceux qui font de la production de légumes bio, il y a les rudovaloristes, il y a qui récupèrent les déchets, qui recyclent, il y a des entreprises comme la mienne qui font des cabanes, et tout ça, les élus, comme ils n'en ont jamais entendu parler, finalement de voir que ces entreprises, elles créent des emplois, elles donnent du travail. Je dis bien les deux, elles créent des emplois, c'est une chose, elles donnent du travail, c'est une autre, parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Moi je fais travailler plein de gens, mais j'ai pas de salariés, donc les gens disent toujours c'est bizarre, oui mais j'ai des sous-traitants, je travaille avec des ESAT, je donne du travail, et aujourd'hui il faut aussi penser que l'économie c'est pas que juste employer des gens salariés. Voilà, je pense que c'est important aussi que les élus entendent ça, parce qu'en fait eux ils sont toujours dans la logique de rendre des chiffres et de dire combien de postes ont été créés. Mais c'est pas ça, l'activité économique, c'est pas seulement combien de postes ont été créés. Il y a plein d'assos en France qui salarient des gens, et c'est super, mais il y a plein de gens aussi qui travaillent en indépendant. Enfin moi, dans l'entreprise de salariés où j'ai été moi-même salarié, on est plein à être partis, et il y en a plein qui se sont lancés en freelance avec qui je travaille. C'est pas le même rapport, c'est tout, mais on travaille quand même avec les mêmes personnes et on fait le même boulot. Et ça c'est important aussi, je pense, cette évolution-là. Donc une des techniques, c'est d'abord entre nous de nous parler souvent, et ce genre d'initiative, moi je salue, parce que ça permet de découvrir des gens, des choses, des manières de faire qui sont très riches, et puis de faire venir à la fois le public quand il y a des événements, des salons, pour que le public aussi se familiarise avec ça. C'est pas encore complètement connu par tout le monde. Qu'on peut produire des choses en utilisant des déchets, ou qu'on peut louer au lieu de acheter. Tout ça, c'est des démarches. Ça commence, mais ça avance doucement. Et surtout, parler aux élus. Ça, j'y crois vraiment beaucoup. Il y a un énorme boulot à faire de sensibilisation autour de l'ESS. Sur la question de sensibilisation, les tentes face à l'Assemblée nationale en ce moment pour former au développement durable. Tu voulais réagir, François ? Oui, alors... il y a plein d'éléments du coup, dont beaucoup qui ont été dit, et du coup on voit bien qu'on est bien en phase du coup, aussi sur la multitude de réponses du coup, qu'il peut y avoir. Moi je trouve que dans tous les cas, si je prends l'exemple du coup, autour du développement de l'économie circulaire dans le bâtiment, il y a bien du coup en premier lieu dans tous les cas la loi qui vient aussi fixer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que du coup ce qui vient organiser quand même la manière dont on est ensemble, c'est bien du coup les lois qui sont votées du coup sur nos territoires. Donc le premier point d'appui c'est celui-là. Le deuxième du coup c'est bien de se dire du coup il faut bien expérimenter un certain nombre de choses. C'est bien du coup souvent ce que fait le tiers secteur. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a bien du coup plutôt des structures qui ne sont pas là avant tout dans une recherche de profit, du coup, mais dans le fait de venir expérimenter des choses, trouver des manières de faire du coup, et outiller du coup cette recherche-là. Avec du coup forcément l'étape d'après, du coup c'est l'enjeu de l'industrialisation, de la massification, de tout ça. Là, du coup, il y a quand même quelque chose qui coince. Du coup, il y a l'enjeu du coup de venir solliciter les élus. On voit bien que ce qui coince, du coup, c'est bien les logiques des modèles économiques. C'est-à-dire que si on veut massifier, du coup, la question de l'accès au foncier, du coup, particulièrement, ça pose problème. Du coup, c'est-à-dire que ce qui vient bloquer le plus les initiatives, à mon sens aujourd'hui, du coup, c'est notamment le prix du foncier, quoi. Du coup, donc, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour pouvoir bouger les éléments là-dedans ? Et on est bien en train de développer du coup un certain nombre de coopérations les uns les autres du coup sur des structures qui sont plutôt proches et des structures où on a peut-être moins d'affinité au début, mais je pense qu'on se sent dans tous les cas les uns et les autres suffisamment solides
pour venir se confronter aussi à des différences relativement importantes du coup. Mais du coup, il faut bien qu'on soit bien dans des logiques de coopération qui vont plus loin. C'est-à-dire que du coup, moi j'ai tendance à dire dans tous les cas que ce qu'on fait, c'est on remplit dans tous les cas une mission de service public. C'est-à-dire que du coup, il faut bien qu'on soit dans une logique du coup la plus large possible dans ce qu'on veut mettre en place. Donc, comment on fait du coup pour arriver à agglomérer l'ensemble des acteurs du coup dans cette dynamique-là du coup? Moi, j'ai l'impression que c'est aussi sortir un petit peu la tête de l'eau, du coup, ce qu'on fait, hein, de nos logiques aussi de gestion de structure, voilà, mais bien comment est-ce qu'on, du coup, on prend un peu de recul, du coup, sur ces logiques-là, et comment est-ce que, du coup, on utilise nos coopérations, du coup, pour arriver à passer des caps, du coup, de plus importants. C'est-à-dire que, je prends un exemple, du coup, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, sur un chantier, à un moment donné, j'ai besoin de 800 mètres carrés, du coup, de panneaux. Aujourd'hui, du coup, quand j'ai sollicité Valdelia il y a un an, du coup, il n'y avait pas possibilité de trouver ces 800 mètres carrés de panneaux là. C'est-à-dire que du coup, cette manière de monter du coup le curseur sur ce qu'on est en capacité de faire, du coup, pour de vrai, c'est compliqué parce que du coup, soit on a encore les petits qui expérimentent un certain nombre de choses, du coup, et on sent bien que les gros, ils sentent bien qu'il va y avoir un peu de business à faire, du coup, et qu'il y a quand même des gens qui sont à l'affût, quoi, du coup, aussi. Et cette transition-là, du coup, elle est compliquée. Donc, plus on arrive, du coup, à faire qu'il y ait du monde qui partage, du coup, cette stratégie-là, plus on arrivera à faire du coup que les élus du coup soient sensibles à ces questions-là. On arrivera à trouver plus d'alliés du coup aussi dans l'industrie classique, quoi, du coup, et que c'est bien du coup des questions de rencontres personnelles qui peuvent se faire. Merci. Oui. Alors c'est le même sujet. Oui. Ben, on te passe la parole juste après. Pas d'inquiétude. Je voulais dire que aujourd'hui, Georges Ders, j'interviens à Toulouse Capitole et dans différents organismes d'économie mixte, on va dire. Aujourd'hui, face au risque d'effondrement, et ce n'est pas moi uniquement qui le dis, les cloisonnements classiques, économie publique, économie sociale, économie marchande, ça ne peut pas tenir la route. L'économie publique doit soutenir l'économie sociale et les citoyens porteurs de projets. L'économie marchande aussi. Tous les types d'économies doivent soutenir les porteurs de transition. Sinon, c'est l'effondrement. C'est pas moi qui le dis, c'est Servini dans son dernier bouquin qui date de mai 2022. Voilà. Ça, c'était l'apport théorique que je voulais faire. Par rapport aux liens que j'ai repérés, moi, avec vous, il y en a plusieurs. Par exemple, les makers. Si je traduis autrement maker, ça veut dire un citoyen qui découvre en même temps son pouvoir d'agir. Agir. Faire, agir. Au-delà du faire, c'est agir dans la société. À Toulouse Capitole, on a créé un DU qui s'appelle « Conduire et animer la transition des territoires ». Il y a des étudiants qui viennent 5 mois, 100 heures. Et à la fin du cursus, beaucoup deviennent acteurs citoyens engagés. C'est un truc. Deuxième truc, toujours à l'université Toulouse Capitole, des étudiants, des jeunes, 25 ans, ont créé, et ça a été validé par le président de l'université, un tiers-lieu, écoutez bien, intergénérationnel. C'est une nouvelle forme de tiers-lieu. Il y a des jeunes, oui, ça existe, oui, plus ou moins. Oui, mais je termine. Dans l'université Toulouse Capitole, il y a des jeunes, 25 ans, et il y a aussi des étudiants seniors. Donc on va commencer avec eux. Mais la logique, et tu vas voir là, ça rejoint plus ce que vous faites aussi, c'est la logique du don et du contre-don. Marcel Mauss, le don et le contre-don. Et la co-création d'activités. Pourquoi ? Parce qu'entre des jeunes et des seniors, il y a une grande complémentarité de compétences et aussi de besoins. Donc si tu fais l'intermédiation entre les deux, ils deviennent co-créateurs d'activités sociales, économiques et culturelles. Merci. On va passer la parole à Antoine et puis peut-être à Agnès, comme il y avait une réaction. Déjà, c'est pour revenir sur votre question qui était extrêmement pertinente sur les freins. Déjà, la première des choses, c'est d'y croire.
Et je trouve que quand on vient et qu'on travestit son discours pour comprendre l'autre, déjà, il y a quelque chose qui va se casser. C'est pourquoi souvent on va m'écouter, on va me dire j'ai bien aimé ton discours parce que j'y crois. Et j'y crois foncièrement dans ce que je vais raconter et je pense que c'est la solution de l'autre. Pourquoi j'y crois? C'est parce que déjà j'ai eu la chance de tester. Et c'est pour ça qu'il faut être inclusif. Et c'est là où je vais rejoindre sur le coup. Au Rose Lab, nous on est un trait d'union avec des industriels. Ça veut dire qu'il y a autant de salariés de Airbus, de Thales, de Continental qui vont passer chez nous que d'artisans, porteurs de projets, personnes en demande d'emploi, d'étudiants qui vont venir chez nous et qui vont trouver en fait la même chose. On va être ultra inclusif. La personne qui veut faire de la propriété intellectuelle, ce qui ressemble très peu au monde maker, on est plutôt dans l'open source, on va quand même l'accepter. Et on va lui dire, voilà, etc. Et on va lui expliquer pourquoi elle pourrait tant à gagner de faire autrement. Si elle ne le veut pas, c'est pas grave, mais petit à petit, et c'est là où j'en arrive au troisième point, c'est la preuve par le faire. Et par ce que vous disiez sur l'action, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde est ramené à suivre un peu le même mouvement qui va s'itérer en faisant tous ensemble parce qu'il y a une preuve que ça fonctionne. Pourquoi le Rose Lab arrive à tant changer les lignes? Parce que déjà, ce n'est pas que le Rose Lab, c'est tout le monde. Moi, j'ai appris à être maker au Multiple, qui était un lieu porté par les IF, et Artilect, qui était une merveilleuse collaboration entre différents mondes. Et... qui était un monde extrêmement différent. Et j'ai vu plein de choses qui se passaient. Et le Rose Lab, après aussi, j'ai fait le tour des labs en France. J'en ai vu plus de 400. Et j'ai vu plein de choses qui fonctionnaient pas. Et je les ai remis dans le Rose Lab. Et on continue nous-mêmes d'apporter une pierre à l'édifice, etc. Et ça se construit. Et ça se construit ensemble par la preuve. Et une fois qu'il y a la preuve, il faut savoir la valoriser, la communiquer. Et c'est là où on rejoint après les visites apprenantes, d'aller emmener les élus, venir voir, mais aussi des entreprises, des citoyens. Et quand on sait bien le communiquer, le valoriser, d'un coup, ça marche. Et de fait là, notre société, elle est vraiment en train de changer. Alors peut-être que c'est trop lent. Ça, par contre, c'est une certitude. On est trop lent et il y a une urgence et il faut accélérer le mouvement. Mais en même temps, ça prend le temps que ça doit avoir et ça fonctionne. Nous, ce qu'on voit dans la cité où on a autant de startups que de grands comptes, etc. Mais on est vraiment l'archétype de tout ce qui pourrait être bullshit et pourtant, tout se transforme. Quand je parle à une startup, je vais prendre le cas de Chanvre Occitanie qui développe du chanvre. Il y a eu une production chinoise qui est venue pour du textile, lui a acheté des milliers de rouleaux. Son modèle économique, il était garanti pendant X temps, il a refusé parce qu'il a dit que ça n'allait pas avec ses valeurs. Et qui voulait voir comment en fait plutôt aller en Chine, parce qu'il ne faut pas être non plus contre la mondialisation, c'est comment avoir une mondialisation peut-être plus intelligente. Il dit, je peux vous montrer les techniques que j'ai mis en place, est-ce que le terrain il est fertile pour vous, et comment vous pouvez reproduire, et donc là vous me payez l'accompagnement plutôt que mon achat. Et là, on a eu un changement, on parle quand même d'une start-up qui était à but de croissance. L'idée maintenant, elle n'est plus dans la croissance, elle est dans la durée. Et pour faire de la durée, il faut collaborer. Et d'où le fait maintenant qu'on soit plutôt dans une innovation, mais plus largement dans une économie collaborative et durable. Et ça, j'y crois. Et quand on y croit, on a une preuve. Et quand en plus on a un exemple qui vont avec, le monde y change et les freins, ils vont se casser petit à petit. Moi, je partage tout à fait ça. Après, c'est vrai que c'est un peu la philosophie des tiers-lieux, c'est créer des ponts entre les citoyens, les entreprises, l'économie sociale et solidaire qui portent des innovations, mais parfois à trop petite échelle. Et donc, comment on change d'échelle? Après, je pense qu'on porte aussi un projet politique et qu'on est quand même dans une société... moi, j'y crois, mais je trouve ça dur quand même. Enfin, bon. Et c'est vrai que ces lieux qui se montent partout, qui sont des catalyseurs de rencontres, de coopération, d'énergie, c'est hyper important de continuer à les développer. Alors il y a une dynamique complètement folle. Nous, on a démarré, on était un peu précurseurs. Il y a 10 ans, les tiers-lieux, on ne savait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, on en recense plus de 8000 dans le dernier recensement de France Tiers-lieux. Et c'est un chemin. Enfin, nous, une grosse partie de notre travail, c'est d'accompagner, d'essaimer. Et comme tu le dis, nous, on n'a pas vocation à s'industrialiser, à développer une franchise des imaginations fertiles, parce que chaque lieu a sa propre identité est portée par des gens qui ont leurs compétences, leurs spécificités. Et nous, on essaie de donner des outils et de faire du transfert de savoir-faire pour catalyser toutes ces énergies et permettre ce changement d'échelle qui urge. Mais bon, oui, c'est politique et moi j'y crois, mais je trouve qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller fort.
Non, mais je voulais justement rebondir, parce que c'est la notion de territoire. Par exemple, nous, le modèle des tiers-lieux, en fait, nous, on conçoit des modèles types qu'on open source, donc tout est accessible sur notre site internet. Donc, modèle type de solutions concrètes, hein, donc les lieux repères de l'industrie, on a fait un modèle type. Et maintenant, ce qu'on voit, et on est ravis, hein, c'est que maintenant, si c'est un acteur privé, public, si c'est un territoire en Île-de-France, en Pays Basque, en région Sud, il s'approprie en fait ce modèle type et il le développe en fonction des acteurs du territoire, de ceux qui sont impliqués. Donc nous, on a permis le modèle de lancer la dynamique et maintenant, on accompagne le développement de ces lieux en fonction des spécificités du territoire. Donc c'est une certaine industrialisation d'un modèle, mais avec les spécificités des territoires. Et c'est même la dynamique même de notre gouvernance au sein de l'association, c'est qu'on a une dynamique nationale avec un ancrage régional. Et ça, je pense que c'est très important. Moi, j'ai découvert ce modèle de fonctionnement via l'association Aremax, dans laquelle j'étais impliquée en tant que bénévole, qui fonctionnait comme ça à travers toute la France. Et j'aimerais beaucoup que ça devienne aussi notre modèle finalement politique, qui permettrait d'avoir une cohérence un peu nationale, mais avec une mise en place et un ancrage régional. Pardon, je vais essayer d'écourter ce que je voulais dire pour pouvoir vous donner la parole. Mais je voulais juste dire quelque chose quand même d'important et porter un petit peu un retour par rapport à ce que vous disiez sur le niveau du côté du monde agricole, on va dire, pour embarquer et pas être que dans la résistance, mais être dans la proposition aussi. Déjà, pour nous, ce qui est super important, c'est, je crois que je l'avais dit en introduction aussi, c'est la posture qu'on a. Donc en fait, on tend la main tout le temps. Donc on va voir et on discute très bien avec des céréaliers sur 300, 400 hectares dans le Lauragais. Et voir, en fait, on va chercher à voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en fait. L'idée, c'est pas de dire, toi, t'es un con, parce qu'en fait, grosso modo, moi, si on me dit que je suis un con, je vais dire, t'es un con, quoi. Ou alors, je vais devoir avaler une couleuvre avant de pouvoir me décaler et dire, ah non, t'es peut-être pas un con, et du coup, je te pardonne, et puis après, du coup, il va revenir vers moi. Donc vraiment, ça, c'est un truc super important pour nous, pour moi, à chaque fois que j'interviens, que j'ai l'occasion de prendre la parole, d'amener tout le monde à se dire, non, en fait... personne n'est un con de base et chacun a ses tribulations auxquelles il doit faire face. Du coup, en fait, on est dans des situations parce qu'il y a un passif qui nous y a amené. Et à un moment, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sortir de cette posture de jugement. Parce qu'en fait, les agriculteurs et agricultrices, ils font leur métier aussi depuis très longtemps et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre à nous, citadins, qui n'avons jamais mis les mains dans la terre. Moi, j'ai grandi en HLM, dans le béton. Je me suis mis dans l'agriculture il y a une petite quinzaine d'années maintenant. J'ai appris beaucoup à leur côté, des conventionnels, polyculteurs, éleveurs, bovins, laitiers et tout ça. Donc la question de la posture pour embarquer, pour moi, c'est super important d'essayer de pas juger, même si parfois il faut avaler des couleuvres pour pouvoir permettre à l'autre de se décharger. Et puis à un moment, la discussion s'engage. Et après aussi, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le côté législatif, sur le côté structurel. Pour nous, ce qui est super important aussi, c'est de pouvoir proposer des alternatives structurées et du coup de faire évoluer aussi les choses sur les plans législatifs, structurels, globaux qui régissent nos modes de fonctionnement ensemble. Et du coup, par exemple, sur le volet agricole, au niveau national, en fait, on a le réseau national des espaces tests agricoles qui travaille du coup à plein d'aspects, sur plein de choses, la mutualisation des moyens de production et aussi la revalorisation du statut d'agriculteur, la revalorisation globalement du statut d'entrepreneur, mais du coup celui d'agriculteur, agricultrice. Et là, par exemple, en ce moment, le combat qu'on mène dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, c'est de faire reconnaître le statut d'entrepreneur salarié associé dans une coopérative d'activité et d'emploi agricole comme étant un vrai statut d'agriculteur, parce qu'en fait, je suis agriculteur autonome, j'ai un statut de salarié, je suis sous une forme coopérative large qui permet du coup d'internaliser toutes les fonctions d'une CUMA, d'une coopérative d'approvisionnement, coopérative de vente, mais en plus, j'ai l'activité ensemble et j'ai une forme salariée, donc je cotise au chômage, je cotise à plein de choses, et que ces agriculteurs-là
puissent aussi avoir accès à l'ensemble des aides, dotations jeunes agriculteurs et consorts. Et ça, du coup, ça passe par avoir une proposition structurée, guetter, là, en fait, ils travaillent à la redéfinition de qu'est-ce que c'est un agriculteur au niveau européen, et du coup, capter le texte, et à un moment de parler les uns les autres ensemble, et de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer d'intégrer là. Après, on va voir le ministère, qu'est-ce qu'on peut dire au ministère, et là, du coup, ils ont validé la possibilité d'une expérimentation pour proposer, pour que des gens en statut d'entrepreneur salarié associés dans des coopératives d'activité et d'emploi agricole, il y en a peu, il n'y en a même pas une dizaine en France, puissent bénéficier de l'ensemble des aides auxquelles peuvent émarger des agriculteurs sous d'autres formes. Parce que, enfin voilà, c'est vraiment un point hyper important aussi de pouvoir proposer ce genre de choses-là. Et ça se fait à beaucoup. Thierry Pajot, vous êtes vice-président de la Mêlée, qui est une association qui traite notamment des sujets de numérique responsable, d'inclusion numérique, et vice-président de Planète RSE. Je vous laisse peut-être bien un mot pour présenter les deux structures et réagir un petit peu à tout ce qui a été dit de manière peut-être générale ou spécifique. Oui, donc je suis vice-président en charge de l'inclusion et du numérique responsable à la Mêlée, qui est une association de plus de 20 ans sur Toulouse et qui travaille plutôt sur les usages du numérique. Et donc, obligatoirement, inclusion, on l'imagine bien, comment combattre l'électronisme et le numérique responsable. On en parle aujourd'hui de plus en plus. Et j'ai déjà eu la chance de croiser Valdelia sur d'autres domaines, même si j'étais plus souvent en contact avec d'autres éco-organismes. Et du côté de Planète RSE, notre vocation, elle est assez simple. C'est une association constituée exclusivement de bénévoles. Et notre volonté, c'est d'informer, de sensibiliser, de décrypter la RSE pour essayer d'embarquer le maximum d'entrepreneurs sur cette démarche RSE, qui est une démarche relativement compliquée. Moi, j'aime bien quand on me pose la question « c'est quoi la RSE ?» parce que je dis « je ne sais pas répondre ». Voilà, c'est trop vaste, c'est trop large, et on ne peut pas répondre comme ça en quelques mots. Donc moi, j'aimerais rebondir sur une partie de la question de Bérénice, et peut-être plus du côté industrie et agricole, c'est comment vous réussissez à embarquer les institutionnels. Typiquement, vous avez une SIC, comment vous constituez votre collège des institutionnels et comment vous les embarquez, comment ils deviennent acteurs. Et de la même manière, vous avez une association qui est relativement jeune, vous êtes déjà sur l'ensemble du territoire national. Comment vous avez réussi à embarquer les institutions, qu'elles soient départements, régions, nations, ou finalement les petites communes, parce que vous, surtout le pourtour de Toulouse, vous rencontrez un tas d'acteurs autour des communes et des agglomérations. Comment vous réussissez à les embarquer ? Merci, on va vous laisser répondre. Est-ce que, pour anticiper le timing sur la fin de la table ronde, est-ce qu'il y a d'autres questions après, d'autres réactions dans la salle ? Oui ? Oui, je vais vous passer la parole juste après. C'est juste pour quantifier un petit peu le nombre de mains levées. Une main. Très bien. Eh bien, on vous laisse répondre sur le lien avec les institutions, puis je vous passe la parole juste après. Bon, c'est pas facile de répondre à ça, parce qu'en fait, c'est en 30 secondes. Alors, c'est déjà une question de temps. De temps, de labourer le terrain, d'être là, répéter, tout le temps la même chose et répéter. Et du coup, il faut être convaincu de ce que tu dis, il faut s'accrocher et puis du coup, effectivement, adapter son langage à son interlocuteur. Mais aussi, on a la chance, en fait, là, de vivre dans une période, donc voilà, ça a les avantages de ces inconvénients, c'est-à-dire que des gens qui faisaient les mêmes choses, qui portaient les mêmes valeurs, les mêmes manières de faire ou quoi que nous, il y a 30 ans, ne pouvaient pas faire les mêmes choses, n'avaient pas du tout le même écho auprès des institutionnels que l'écho qu'on a nous maintenant, en fait. Donc quand même on surfe une vague, donc on a cette chance-là, en fait. Déjà, de toute la construction de tous nos prédécesseurs, aussi de tout le travail des pionniers et de tous ceux qui ont fait ça. Donc on bénéficie aussi d'un passif qu'il ne faut pas négliger. Et voilà. Donc ça, c'est une chose, le temps. Et
peut-être, enfin je sais pas, peut-être nous on met beaucoup d'importance au sérieux en fait de ce qu'on va faire, dans le sens où, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, ça va être rébarbatif, mais on cherche à faire du structurant. Et on travaille ces aspects-là. On veut participer à favoriser la localisation des activités de production, la localisation de la valeur, la création de richesses localement. Après, du coup, sur le plan de l'agriculture, c'est juste d'une logique de base. L'agriculture, ça se fait là et ça ne bouge pas. Ça ne doit pas pouvoir bouger. Donc, voilà, c'est travailler avec d'autres aussi, donc à la fois d'autres tiers-lieux et d'autres acteurs du monde agricole. Du coup, faire le lien avec tout le monde, trouver sa place, se faire reconnaître à sa place. Et pas marcher sur les plates-bandes des autres aussi, voilà, ménager la chèvre et le chou, et accompagner des trucs, accompagner la réflexion aussi, parce que par exemple nous au niveau du département, c'est des dispositifs auxquels on va émarger, on va y émarger, et on a émargé un dispositif une fois aussi, c'est des dispositifs qu'on a participé à créer en fait, parce qu'ils ne savaient pas dans quelle case nous rentrer. Du coup, en fait, c'est être à l'écoute aussi et les accompagner à nous accompagner pour qu'ils puissent accompagner d'autres. Voilà. C'est ça, en fait. Du coup, c'est l'idée. Ouais. Donc, on a bénéficié du travail d'autres qui avaient accompagné, à accompagner, qui peuvent nous accompagner. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça se nourrit, en fait, à la fois au niveau départemental, régional, national. Et puis après, il y a des trucs qui descendent parce qu'en fait, ça a été fait dans telle région et ça nourrit l'autre. Et puis, on est là. Enfin, voilà, quoi. Oui, alors moi j'habite à Lyon, mais j'ai grandi à Villeneuve-Tolosane. Et alors clairement, c'est beaucoup d'énergie et de temps et de répéter. C'est déjà ça. Moi en fait, quand on a... Donc déjà, c'était un vécu d'entrepreneur. Donc déjà, on était les bonnes personnes pour porter ce discours-là, puisqu'on l'avait vécu. Contrairement à certaines personnes qui sont dans des institutions au niveau national, qui auraient pu avoir envie de porter ce discours de réindustrialisation et de comment le faire, etc., qui en fait ne sont jamais sortis de Paris, n'ont jamais travaillé dans le privé et encore moins dans l'industrie. Donc déjà, quand nous, on interpelle les institutions publiques, même si on a notre façon de le dire, in fine, même si ce n'est pas très tout ce qu'il faut, ils savent qu'on sait de quoi on parle. Donc déjà, on a la crédibilité, la légitimité naturelle. Après, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Moi, je suis la présidente de l'asso, donc c'est vraiment moi qui joue le rôle d'ambassadrice. Et je peux vous dire que je suis dans tous les territoires. Il y a 2 jours, j'étais à l'île des Ambiers. Les semaines précédentes, j'étais à La Baule, à Angers. Je vais à Gardanne, je vais à Cavaillon, je vais à Paris. Voilà, donc en fait, j'habite dans le TGV, clairement. C'est vraiment faire toute la France pour porter la bonne parole. Et après, je forme aussi nos membres à eux-mêmes savoir porter la bonne parole, c'est que je leur donne des outils, des textes, etc., des vidéos. Je leur dis, voilà, si vous voulez en parler, vous pouvez en parler comme ci, comme ça. Et ensuite, c'est le réseau. Moi, j'ai identifié des personnes qui avaient une influence vraiment sur les acteurs politiques déjà nationaux. En fait, nous, dans l'écosystème start-up, il y a 4-5 grandes institutions. Si celles-là, elles sont dans l'action, après, tout le reste de la France se met dans le mood. Donc, mon objectif, c'était déjà, pendant les 12 mois, là, de faire changer et faire, 1, prendre conscience de l'existence de ces projets, 2, de leurs besoins, et 3, des solutions qui existaient. Et les soirs, en 12 mois, on a réussi, et maintenant, elles nous appellent pour comment on les met en œuvre. Et donc, il fait qu'elles soient dans cette dynamique. Maintenant, on a tous les autres territoires, CCI, métropole, région, incubateurs, accélérateurs, fonds d'investissement locaux qui nous appellent. Aussi, dans nos membres, comme on a des porteurs de projets industriels, mais aussi des sous-traitants, puis des accompagnants. On a des salariés de CCI, des salariés de la French Tech, on a des salariés qui sont membres du collectif, et puis des citoyens. Parfois, il y en a qui nous rejoignent en tant que citoyens et pas en tant que dans leur institution, parce que pour des questions même internes, ça pourrait poser des problèmes. Donc, en fait, eux-mêmes sont des hackers de leur propre institution. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, si les gens y croient au projet, à la mission, en fait, après, ils vont emporter la bonne parole. Mais c'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir notamment une personne, Olivier Janzi, qui nous a ouvert des bonnes portes dès le premier mois, une fois qu'on a eu le message qui a été structuré. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est retrouvés avec les cabinets, avec la DGE, enfin au niveau le plus haut. Et donc c'est super. Et vraiment,
c'est des gens qui sont quand même, même si on n'est pas tout le temps d'accord avec ce qu'ils disent, ils sont intelligents, ces gens. Donc, si vous avez la patience de leur dire, parce qu'au début, il faut déjà réussir à être à leur table, et une fois que vous êtes là, c'est pas forcément du premier coup qu'ils vont vous écouter. Mais quand même, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça peut changer. Moi, je vais pas le citer, mais j'ai une personne il y a 1 an, rien que le terme start-up industriel, ça ne lui parlait pas, et il ne jurait que par les technologies issues de laboratoires de recherche. Et ben là, il y a 1 mois, avant, il ne me connaissait même pas. En plus, je suis pas parisienne, j'ai pas fait l'X ou je sais pas quoi, je suis pas ingénieure et je suis une femme et j'ai 30 ans. Donc, autant vous dire que j'ai quand même pas de chance. Et donc, en fait, il y a 1 mois, ça fait 1 an qu'il jure que par les trucs, des technologies de rupture issues de laboratoires de recherche. Il y a 1 mois, je passais dans son bâtiment, je vais le citer, et il me voit, il me fait « Éléonore, c'est vous, non, qui dites ça ici ? Mais du coup, expliquez-moi. » J'ai eu 5 minutes. Et ben, ça a été les 5 minutes qui font que d'ici la fin de l'année, il y aura des très bonnes nouvelles et que ce pourquoi moi je me lève depuis 1 an et ça fait 10 ans que je l'attends, ça va arriver. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont aussi la capacité de changer à partir du moment où ils comprennent la nécessité, mais il faut avoir le bon discours. C'est pour ça que c'est peut-être du travestissement, hein, mais ça a été nécessaire pour leur faire comprendre. Et maintenant, je commence à réutiliser mon vocabulaire et ils commencent à l'intégrer. Mais au début, il a fallu que je me mette dans leur peau. Et petit à petit, après, je les emmène vers le bon. Et le vocabulaire est clé. Nous, d'ailleurs, la première chose qu'on a commencé avec le collectif, ça a été de faire un glossaire. Même le terme start-up industriel, on l'a plus ou moins inventé. On n'est pas sûr, on ne peut jamais être sûr, mais a priori, on est les premiers à l'avoir utilisé. Et donc, on a vraiment commencé par un glossaire pour essayer d'avoir les mêmes bases. Et donc, mardi soir prochain, donc à BPI France, est publié un petit livre jaune qui, j'espère, va devenir le livre de chevet de l'ensemble des acteurs de l'écosystème déjà professionnels. Et puis, alors, ce sera encore fantastique qu'ils deviennent même votre livre de chevet à tous, pour comprendre, encore une fois, il y a un grand enjeu sur recréer un imaginaire autour de l'industrie. Encore une fois, ce n'est plus le grand méchant loup que c'était. En tout cas, c'est en train de changer. Évidemment, il y a encore plein de choses à changer. Ça va prendre des années encore. Mais c'est en train de changer. Et plutôt que de les voir comme des grands méchants loups, essayons de leur tendre la main et de les accompagner vers la bonne direction. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire ? Merci, Éléonore. Alors, comme on commence à être court en timing, on va prendre votre question. On fera une réponse hyper courte. Je ne sais pas qui la prendra. Et puis, du coup, Bérénice, je propose que vous preniez le mot de la fin, juste après la question-réponse. Oui, bonjour. Non, moi, je suis juste une citoyenne très intéressée par tout ce que vous faites et pas du tout encore engagée, enfin, en tout cas dans l'action, mais plus par le cœur, quoi, voilà. Donc là, juste ma question, moi, c'est est-ce qu'il y a moyen, sur le site, soit de l'événement d'aujourd'hui ou autre, de trouver tous les liens des différents intervenants ici pour pouvoir, après, moi, aller jeter un coup d'œil et voilà. C'est juste ça, ma question. Vous n'êtes pas complice de l'organisation de la table ronde, mais je vais vous répondre avec grand plaisir. Le site internet latournéedestierlieux.fr permettra de retrouver l'historique de toutes les étapes précédentes et la prochaine en Bretagne. Si vous vous abonnez à la newsletter, vous serez aussi informé de ce qui suivra, parce que la tournée va avoir un bouquet final en septembre, un grand festival, et vous serez toutes et tous invités au festival qui s'appellera Faire Autrement. Donc pensez à vous inscrire à la newsletter. Et côté table ronde Grand Rebond, acteurs économiques et de l'ESS et tiers-lieux, il y a depuis le début de la tournée des émissions qui sont en replay sur le site legrandrebond.fr. Donc la même chose, je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner aux newsletters. Ce ne sont pas les mêmes informations que celles de la tournée des tiers-lieux, tout ça est très complémentaire. Et si vous voulez retrouver à la fois la vidéo de cette table ronde, certaines séquences qui ont été enregistrées ce matin, ou découvrir aussi dans d'autres territoires des initiatives comme celles qui ont été partagées aujourd'hui, eh bien, ce sera sur legrandrebond.fr. Et puis donc le mot de la fin, comme promis. Le mot de la fin, et
justement, pour parler de citoyenneté, c'est vous dire qu'il y a Luc Dando qui se promène. Et Luc Dando, c'est un Ariégeois qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Éco-industrie locale. Donc, il faut vraiment que vous le rencontriez. Et je l'ai vu, il n'est pas loin. Et il faut vraiment que ce livre soit aussi le livre de chevet de BPI, et pas seulement d'ailleurs, de nous tous. Donc, simplement vous dire aussi, derrière, il y avait, je crois, une vingtaine de citoyens qui fabriquaient un parapluie de manière artisanale pour montrer qu'un objet de la vie quotidienne peut être fabriqué localement. Donc c'était à partir de bambou et de tissu de coton. C'était assez magnifique. Des heures et des heures de bénévolat. Merci. Et il nous reste à féliciter et à remercier nos intervenantes et intervenants dont vous faites partie. Merci pour votre participation. Et puis on va continuer la journée ensemble. Il y a une table ronde qui a démarré dans la grande salle de conférence sur justement le projet du château. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qui va advenir de ce lieu, on peut passer dans la grande salle à côté. Merci, bon après-midi.